Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres. Le vice-président de la République a reçu en audience une délégation de France Média Monde. Le groupe est en Côte d'Ivoire pour la couverture médiatique du FEMUA 10. La visite s'inscrit également dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Des faux billets de 10 000 francs estimés à 2 millions de francs CFA saisis dans la commune de Yopougon. Le contrefacteur a été interpellé. Mais comment reconnaître de faux billets? On en parle dans ce journal. Et puis l'ex-président tchadien définitivement fixé sur son sort à 74 ans. La perpétuité a été confirmée pour Hissène Habré, condamné pour crime contre l'humanité. Un peu plus de 20 ans après le jugement en première instance rendu en mai 2016, la justice a tranché. Et je vous le disais tantôt, le vice-président de la République a reçu en audience une délégation de France Média Monde. Le groupe est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la couverture du FEMUA 10. Il est également question de renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Awa Touré. Le groupe France Média Monde, qui regroupe RFI, France 24 et Monte Carlo Doualia, est à Abidjan pour une large couverture du 10e festival des musiques urbaines d'Anoumambo. La présidente directrice générale de cette société nationale de programme, Marie-Christine Saragosse, est venue saluer le vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'occasion aussi d'aborder avec lui des questions liées notamment à l'audiovisuel. Nous avons détaillé un peu cette grosse couverture du FEMUA que nous mettons en place avec couleur tropicale. Également, c'est les 20 ans d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez qui a fait 2 émissions spéciales ici. Nous lançons RFI Challenge Applique pour l'éducation des filles et le numérique. Nous avons aussi parlé de notre présence ici, puisque vous savez qu'on a des FM, on a parlé de notre rédaction en langue mandingue. Nous avons parlé de la TNT, nous avons parlé de coopération et c'était très fructueux. Depuis le début de l'année, on a dû faire déjà 200 reportages sur RFI. France 24 est très présente aussi. Et d'ailleurs, les auditeurs et les téléspectateurs ivoiriens sont parmi les plus fidèles et j'en profite pour les remercier parce qu'ils nous suivent avec une fidélité incroyable. Ils sont toujours plus nombreux et sur le numérique aussi. Donc on suit tous les événements, on se prépare au jeu de la francophonie qui est un moment important, très, très important pour toute la jeunesse francophone du monde. Donc on sera là. France Média Monde, anciennement l'audiovisuel extérieur de la France, a été créé en 2008 pour superviser et coordonner les activités des radios et télévisions publiques détenues par l'État français et ayant une diffusion internationale. Une autre audience, vous le verrez en image, celle-là accordée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'ancien vice-premier ministre du Portugal, Paulo Portas. Les échanges ont porté sur l'excellence des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Mobile 360, c'est un projet initié par un groupe de téléphonie mobile. L'idée est de rassembler tous les acteurs du secteur autour du développement en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire, à travers donc le numérique. Notez que le groupe vient de signer un partenariat avec le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. C'est à Soro. Hier, simple instrument de communication, aujourd'hui le téléphone mobile est en train de se positionner comme un outil indispensable au développement des pays africains. Pour le lancement de son projet de développement en Afrique de l'Ouest, dénommé Mobile 360, le GSMA, association regroupant près de 850 opérateurs de téléphonie mobile, a choisi Abidjan. En marge de cette conférence, une convention signée. Quand nous parlons de Mobile 360, nous parlons essentiellement de la transformation numérique en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est déjà un leader, est déjà un exemple dans la sous-région et partout ailleurs, par exemple par le paiement des frais de scolarité par transfert au téléphone. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler tous les acteurs et de voir tous les domaines possibles, que ce soit l'éducation, que ce soit la finance, que ce soit l'éthique, que nous puissions voir comment nous pouvons aller de l'avant. Côte d'Ivoire to continue its leadership role in mobile.
Avec près de 100% de taux de pénétration en matière de téléphonie mobile, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui offrent des services de qualité grâce à une politique soutenue par l'État. Nous avons commencé par le début. Le début, c'était créer l'écosystème. Cet écosystème, c'était l'environnement réglementaire, depuis 2013 à peu près, où nous avons mis en place l'environnement que vous connaissez aujourd'hui avec une entité en charge de la régulation, qui s'appelle la RTCI, uniquement, avec la régulation donc, de l'écosystème des TIC, s'occupe accessoirement de la protection des données à caractère personnel, s'occupe accessoirement de la lutte contre la cybercriminalité. C'est à cette même période que nous avons mis en place l'ANSUT pour gérer le service universel des télécommunications. L'objectif était de dire qu'il faut prolonger l'action des acteurs privés. Le pays compte ne pas s'arrêter là. Il veut aller plus loin en créant un cadre favorable pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous travaillons également sur les accès collectifs. Les accès collectifs à travers les cybercentres que nous avons commencé à implanter un à un. Ce n'est pas facile, mais l'objectif c'est d'en créer plus de 1500 entre maintenant et 2020 à travers le pays. En périphérie des villes, donc dans les quartiers populaires et dans les villages, pour permettre à la personne qui ne peut pas acheter un équipement de malgré tout pouvoir accéder à l'équipement ordinateur ou à l'Internet. Des thèmes tels que le mobile comme fondement de la transformation numérique de l'Afrique de l'Ouest et prendre le développement des services mobiles pour l'amélioration de la qualité de vie ont été développés par plusieurs panélistes. Des journalistes, éditeurs, patrons de presse formés aux techniques d'investigation journalistique. Vous le voyez en image. L'atelier a eu lieu dans les locaux du Conseil national de la presse. L'objectif est d'amener ces participants à plus de rigueur dans leur production. Vous vous en souvenez certainement, il y a de cela quelques jours, des faux billets de banque ont été saisis dans la commune de Yopougon, des billets de 10 000 francs, estimés à une valeur de 2 millions de francs CFA. Notez que le présumé contrefacteur a été interpellé par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale. Mais comment reconnaître de faux billets? La question est là. On en parle avec Abou Sanogo. Ces liasses en coupure de 10 000 ont une valeur de 2 millions de francs CFA. En réalité, ce sont le faux billet. Et pour cause. Celui-là est vrai, celui-là est faux. Le vrai billet, le dessin, ça passe sur le signe argenté là. Mais quand vous prenez le faux billet, vous voyez que ça ne passe pas dessus. Vous voyez, ça s'arrête là. Ensuite, logiquement, le billet, il fait du bruit quand vous le touchez. Le bon billet. Le bon billet. Et il est un peu lourd. Mais le faux billet, vous voyez, et il n'est pas lourd, il est fin. Ensuite, regardez bien les écritures. Le vrai billet, il est foncé, le faux billet, il est un peu clair. Voilà. Et le dernier signe distinctif, quand vous regardez bien, il n'y a rien, il n'y a aucun dessin. Vous voyez? Mais le vrai billet, quand vous regardez dans la lumière, vous voyez ça, en filigrane, l'armoirie de la BCAO, et c'est écrit en 10 000 francs à l'intérieur. Regardez bien. Le faux billet, vous constatez qu'il y a le jaune. L'armoirie est dehors. Vous voyez, c'est un jaune clair. Et quand vous mettez la lumière, vous ne voyez pas ça à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est le vrai billet parce que vous voyez le filigrane à l'intérieur. Le faux billet, il n'y a pas de filigrane. Le vrai billet, vous ne pouvez pas le distinguer du faux billet parce que les deux, quand vous les pliez, c'est la même chose. Donc ça ne peut pas être un signe pour distinguer le faux du vrai. Ces faux billets de banque devraient être écoulés dans les banques, commerces et marchés ivoiriens. Mais la promptitude des hommes de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée a permis de faire échouer le projet du contrefacteur, membre d'un réseau spécialisé dans le blanchiment d'argent. Le contrefacteur sera conduit devant le parquet pour répondre de ses actes.
Voilà, toutes les clés donc pour reconnaître les faux billets, les distinguer donc des vrais. On en parlait avec Abou Sanogo. On parle maintenant des procédures de paiement des factures aux fournisseurs de l'État. Le sujet a fait objet d'une rencontre, une rencontre initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en partenariat avec le Trésor public. On fait le point avec Francis Boifou. Rejet ou blocage de dossiers relatifs au paiement des factures. Ce fournisseur de l'État en a fait les frais. On dit vous avez commencé les travaux, vous avez eu l'appel d'offres, vous allez faire votre travail, vous n'avez pas eu de l'ordre de service et donc nous on n'a pas l'argent pour vous payer. C'est ce problème qui bloque. Le Trésor public explique la situation par des anomalies contenues dans le dossier ou par une méconnaissance des procédures de paiement. L'administration fera ce qui est de son droit de faire pour informer, sensibiliser, former, n'est-ce pas, à la bonne connaissance des procédures des dépenses publiques. Mais il revient également aux opérateurs d'en faire autant. Le simple fait de faire une prestation auprès d'une administration, mais via un agent qui n'y est pas habilité, ou parce qu'on n'a pas reçu un bon de commande dans les formes, cela peut être, n'est-ce pas, à l'origine d'un délai totalement incontrôlé de paiement de la dépense. Revenant sur les retards dus au délai de paiement des factures, le payeur général du Trésor a fait cette précision. Une dette prise en charge est payable immédiatement, sans délai. 90 jours constitue donc un engagement de délai maximal. Les dossiers donc, qui arrivent dans la phase administrative de l'ordonnateur font l'objet d'un contrôle de validation. Et à l'occasion de ce contrôle, effectivement, des dossiers peuvent faire l'objet de soit de différés ou de rejets. Et ces rejets-là consistent donc pour l'ordonnateur à reprendre le dossier dans la forme prescrite afin que le dossier puisse encore être payé dans les formes. Il s'agit bien sûr de la sûreté des deniers publics. Des échanges organisés par le Trésor public en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en note des enseignements. Il est important d'avoir le bon de commande avant de faire les livraisons. C'est-à-dire que le conférencier nous a dit ce matin que les bons de commande doivent être stickés. C'est-à-dire que c'est une garantie pour nous, opérateurs économiques. C'est une information que nous, opérateurs économiques, que nous ne mettons pas l'accent. En vue de mieux informer les opérateurs économiques sur l'élaboration du budget de l'État et les mécanismes mis en place pour solder les arriérés et passifs, d'autres rencontres sont prévues à la Chambre de commerce et d'industrie à Abidjan. Et on évoque pour poursuivre cette rencontre B2B entre entrepreneurs ivoiriens et sénégalais. Il s'agit d'une rencontre pour mettre sur pied un cadre approprié d'échange. L'enseignant Bakayoko. Ce partenariat économique ivoiro-sénégalais, une exigence de l'intégration régionale ouest-africaine. En construisant une coopération plus structurée, les parties ambitionnent de consolider leur leadership. La mise en place d'un cadre approprié de dialogue entre les entreprises ivoiriennes et sénégalaises renforcera la confiance mutuelle et la solidarité entre les acteurs publics et privés des deux pays. Le renforcement des liens économiques entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal comme moyen de booster l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest est un acte, en notre sens, de bon sens. Avec un soubassement bien dosé, la Côte d'Ivoire et le Sénégal avancent sur un chantier prometteur. En 2016, le volume des échanges entre Abidjan et Dakar se chiffre à 153 milliards de francs CFA. Les exportations ivoiriennes portent essentiellement sur les produits de l'agriculture, de l'agro-industrie et du bois. Quant au Sénégal, ses exportations vers la Côte d'Ivoire tournent principalement autour des produits alimentaires et des biens intermédiaires, tels le fer et l'acier. Des opportunités à saisir pour les opérateurs économiques ivoiriens. Nous allons aujourd'hui, dans le cadre de notre plan stratégique, accompagner nos entreprises à accéder à plusieurs marchés, à des marchés plus importants. C'est en cela que notre patronat est activement impliqué dans l'organisation de cette rencontre. Ce forum bilatéral ivoiro-sénégalais d'Abidjan devrait également s'intéresser aux problèmes liés aux barrières protectionnistes qui freinent les investissements privés entre les deux pays. Direction Frondobo, c'est dans la sous-préfecture de Témé-le-Cros, dans la région du Moronou. Les populations de cette localité sont depuis quelques mois maintenant troublées par la présence d'un rhinocéros. L'animal a déjà fait une victime. Fort heureusement, le cauchemar est bientôt terminé. Notez que les autorités ivoiriennes ont pris des mesures pour capturer et transférer l'animal en lieu sûr. Serge Coléa. Rhinocéros de 2,5 tonnes, loin de son milieu naturel. Ça fait forcément des dégâts.
Le village de Frondobo, dans la sous-préfecture de Témélécro, se souviendra longtemps de cette intrusion dans son cadre de vie. Le chef du village a même perdu la vie à la suite d'une charge de l'animal. Dans moins d'une semaine, exactement le 3 mai 2017, ces populations pourront pousser un ouf de soulagement. Une opération de capture et de transfert du rhinocéros sera menée vers la réserve du Nzi-Ruvelouge. L'opération va coûter environ 175 millions de francs CFA. Il faut que les populations se tiennent très loin de l'action que nous allons mener. De même, le parcours, nous demandons aux populations de pouvoir libérer les voies pour que le camion qui va le transporter puisse aller rapidement pour arriver à la destination finale. 6 spécialistes sud-africains conduits par le docteur Willem Berger sont attendus en Côte d'Ivoire pour cette translocation. Toutes les probabilités pour que tout se passe bien ont été prises. Toutes les précautions ont été prises pour que tout puisse bien se passer. Ce rhinocéros est le seul spécimen encore en vie en Afrique de l'Ouest. Il est le dernier survivant d'un groupe de 4 basés dans le parc d'Abo-Kwame-Kro. Sa délocalisation est due aux effets du braconnage et de la recherche de terres cultivables qui ont favorisé la destruction de la clôture du parc. Le CITA, le Salon international du tourisme, s'ouvre demain, 28 avril, pour refermer ses portes le 1er mai. Notez que le tourisme ivoirien contribue à hauteur de 7% au PIB de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire donc, avec plus de 100 000 emplois. Et la Côte d'Ivoire, selon un rapport publié par Hospitality Report, est dans le top 5 des destinations prisées. Patricia Omouidia. Voilà, toutes nos excuses pour ce petit moment d'interruption. On repart donc pour dire que le CITA, le Salon international du tourisme, ouvre ses portes demain, 28 avril. Des portes qui vont s'ouvrir jusqu'au 1er mai. Le tourisme ivoirien, je vous le disais tantôt, contribue à hauteur de 7% au PIB ivoirien, avec donc plus de 100 000 emplois directs. Notez également que la Côte d'Ivoire, selon un rapport publié récemment par Hospitality Report, est dans le top 5 des destinations les plus prisées. C'est en tout cas ce que nous reporte Patricia Omou-Etia. Si la Côte d'Ivoire est un modèle économique en Afrique de l'Ouest francophone, il n'en demeure pas moins pour le secteur du tourisme et du voyage. La destination Côte d'Ivoire est davantage prisée par les touristes étrangers qui constituent 11% des recettes touristiques. Avec l'installation massive de grandes chaînes hôtelières et la mise en chantier de plusieurs sites touristiques, le secteur a permis la création de plus de 100 000 emplois directs dans le courant de l'année 2015. En 2016, le secteur touristique a toutefois enregistré une baisse d'activité de 0,9%. Une situation due à l'attaque terroriste qui a touché la cité balnéaire de Grand Bassam en mars 2016. Mais les prévisions de l'Hospitality Report annoncent une hausse de 2,6% à partir de 2017 et ce jusqu'en 2026 avec la création d'environ 129 000 emplois directs supplémentaires. Les niches touristiques ou les secteurs porteurs sont la culture, les parcs et réserves, le balnéaire, la pêche sportive. Il faut souligner également que la Côte d'Ivoire a le record mondial du marlin bleu, l'un des poissons les plus recherchés pour la pêche sportive. En 2014, le secteur du tourisme et du voyage était déjà remonté à 4,5% du PIB. Fin 2016, il est passé à 7,5%, selon Côte d'Ivoire Tourisme, organe en charge de la promotion du secteur. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a préparé une stratégie qui permettra de promouvoir le fonds de développement touristique crédité à l'heure actuelle de 100 millions de francs CFA, a-t-il indiqué en marge d'une rencontre organisée par le Club de développement Afrique d'un groupe bancaire panafricain. C'est dans cette perspective que le Salon ivoirien du tourisme va ouvrir ses portes. Les enjeux, faire prendre conscience du potentiel touristique ivoirien, un secteur porteur de richesse, indique Jean-Marie Sommet, le commissaire général du Salon international du tourisme d'Abidjan.
Vous l'avez dit, Patricia Omouetia, le potentiel, la Côte d'Ivoire peut se targuer d'en avoir, en tout cas en matière de tourisme. La Côte d'Ivoire dans le top 5 des destinations les plus prisées, certes, mais les Ivoiriens s'intéressent-ils vraiment eux-mêmes à tous ces sites et autres curiosités de leur pays? La réponse dans cet élément que nous proposent David Soyo et Issa Tchonan Eo. L'Ivoire possède diverses richesses, notamment le tourisme. Dans ce domaine, plusieurs sites existent, entre autres Monogaga, dans le sud-ouest, Assini, dans le sud-est, le pont des Lianes, à l'ouest, font la fierté du pays. Mais au fait, les populations ivoiriennes ont-elles le temps de découvrir ces sites? C'est le manque de temps en fait, on est trop préoccupé avec nos histoires de boulot, de famille, donc du coup le stress est un peu de trop. S'il y a le temps, je peux le faire vu les moyens disponibles. Pour certaines personnes, l'État ne fait pas assez pour promouvoir ses atouts touristiques. Je ne vois pas trop de promotion du tourisme. Voilà pourquoi les Ivoiriens ne s'intéressent pas bien au tourisme. Le manque d'entretien des sites aussi peut être la cause aussi du manque d'intéressement au tourisme. Le tourisme était un peu, par rapport à la guerre, c'était un peu, les gens ne visitaient pas les sites. C'est la guerre qui a fait que les gens sont partis. Maintenant que la paix est revenue, que les gens sont revenus, je crois que le ministère du tourisme doit faire face à ça. La Côte d'Ivoire dispose d'un vivier touristique important dans plusieurs domaines. Il y a notamment le tourisme balnéaire, avec 500 km de côtes donnant sur l'océan Atlantique. L'écotourisme, avec les parcs nationaux et les multiples réserves naturelles. Le tourisme culturel, avec plus d'une soixantaine d'ethnies différentes. Et le tourisme d'affaires, grâce à ses infrastructures modernes, hôtels, aéroports, réseaux routiers. On le voit, le tourisme ivoirien a certes traversé des moments difficiles pendant les différentes crises. Mais aujourd'hui, les activités ont repris de fort belle manière dans le secteur. On reste dans la même veine pour faire un clin d'œil au patrimoine culturel du peuple abouré de Bonois, ce à la faveur donc du Popo Carnaval qui, vous le savez, a démarré le 15 avril dernier et qui va s'achever le 29 du même mois. Une question, le plus vieux carnaval de Côte d'Ivoire contribue-t-il véritablement à l'essor du Sud Komoué? La question a intéressé notre reporter Serge Collier. C'est une tradition. Chaque année, à la veille du Popo Carnaval, les filles et fils de Bonois se retrouvent autour d'un rituel dénommé la retraite au flambeau. Une sorte de purification et d'invocation des mânes des ancêtres avant le démarrage des festivités. La retraite au flambeau a deux sens. Dans un premier sens, il sert à purifier la ville pour accueillir l'événement. Le deuxième sens, c'est d'éduquer les jeunes générations à l'importance de la lumière dans notre vie aujourd'hui, en leur montrant comment nos parents vivaient avec les lampes ancestrales pour aujourd'hui arriver aux lampes que nous avons facilement. Le cérémonial ainsi accompli, la ville peut accueillir la fête. Le Popo Carnaval, on le sait, constitue avant tout un événement culturel et touristique de premier plan. Il attire des centaines de milliers de visiteurs venus découvrir les valeurs identitaires du peuple abouré. Cette plateforme de promotion du patrimoine s'affirme aussi de plus en plus comme un pôle économique. Les transporteurs en sont les premiers bénéficiaires. Au niveau des Popo Carnaval, ça fait que la ville même, au niveau des transports, ça bouge beaucoup. Ça marche bien. On gagne l'argent seulement, on rentre à la maison et l'argent. Quand c'est pour carnaval comme ça, on peut avoir 15 000 ou 18 000 francs par jour. Les réceptifs hôteliers ne sont pas en reste. Ils affichent complet et cela se ressent dans les caisses. Ça va, ça se gonfle. Et ça se répercute sur tout l'ensemble de la ville de Bonois. Quand des popos, pour ne pas être surpris, il faut réserver un mois avant. Parce que la dernière semaine du Popo, on n'a plus de chambres disponibles. Le Popo Carnaval offre également des opportunités d'affaires pour tous. Des petits commerçants aux grands opérateurs économiques, en passant par les agences de voyage, tous investissent les stands. Grâce au Popo, la ville de Bonois a connu un essor particulier. On peut dire que le carnaval aujourd'hui est en train de devenir la plateforme des professionnels de l'art et de la culture, et même du tourisme. Parce que ceux-là ont compris
que c'est un marché qu'ils pouvaient promouvoir pour faire vivre leur activité dans la période du carnaval. Tout le monde est souriant parce que le petit commerce marche à tous les coups. Ce regain d'activité conforte les initiateurs dans leur volonté de contribuer au développement économique du Sud Comoé et partant de la Côte d'Ivoire, mais ils demandent beaucoup plus de moyens. Ne serait-ce que 150 millions de subventions de l'État avec tous les partenaires, je pense que le Popo n'a rien envié au Carnaval de Rio. Un bémol cependant, après tant cette édition, les organisateurs n'arrivent toujours pas à produire des données statistiques mesurables pour les experts et éventuels partenaires privés capables d'injecter des fonds. Notre inquiétude au niveau du ministère, est-ce qu'après le Popo Carnaval, les organisateurs peuvent dire de façon concrète combien de visiteurs sont rentrés au niveau de Bonoa? Combien sont ceux qui ont payé telle chose au niveau de la restauration? Combien sont ceux qui ont été dans des hôtels? Combien sont ceux qui ont fait une simple excursion? C'est dans cela que nous, au ministère de l'Économie et des Finances, nous pouvons savoir ce que la culture et Popo Carnaval en particulier a apporté à l'économie et voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir davantage cet événement. Le Popo Carnaval veut ressembler à des carnavals comme celui de Rio. Pour atteindre cet objectif, une organisation et une gestion rigoureuse s'imposent. Les jours à venir, nous allons faire une enquête sur le terrain, de sorte que d'ici la fin du Popo, qui est prévu pour le 29, l'apothéose, qu'on ait déjà des informations importantes à livrer au ministère de l'Économie et des Finances. L'événement, de l'avis des experts, a du potentiel, c'est indéniable, mais il en faut plus pour espérer se classer au rang des carnavals qui apportent une plus-value à l'économie de leur pays. Et puis hors de chez nous, l'ex-président tchadien définitivement fixé sur son sort à 74 ans, la perpétuité a été confirmée pour Hissène Habré, condamné pour crime contre l'humanité, un verdict qui intervient un peu plus de 20 ans après le jugement en première instance rendu en mai 2016. Gabriel Zani. L'ex-président tchadien Hissène Habré a définitivement été condamné ce jeudi à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Un verdict rendu à l'issue de son procès en appel qui s'est déroulé en janvier 2017. Confirme la décision sur les réparations à ces autres dispositions. Ce verdict confirme un jugement en première instance rendu en mai 2016. Ce jugement avait condamné Hissène Habré à la prison à vie pour crime contre l'humanité, torture et viol. Mais ses avocats ont rejeté la condamnation. Dans sa requête, la défense a dénoncé des erreurs affectant la validité du verdict rendu en première instance. Elle a aussi contesté certaines accusations contre son client en demandant leur annulation. La défense a obtenu gain de cause sur certains chefs d'accusation. Acquitte Hissène Habré du chef de viol par commission directe sur Kadida Hassan. Dit que cette information partielle n'a aucun effet sur la peine prononcée par la chambre d'assises. Rejette les autres moyens d'appel et confirme en conséquence la décision sur l'action publique en ces autres dispositions. Cela dit, le verdict de ce jeudi est définitif et irrévocable. C'est ce qu'avait annoncé un peu plus tôt le porte-parole du tribunal spécial, Marcel Mendy. Pour les avocats des victimes et pour les victimes elles-mêmes, ce jugement est une immense victoire et lance un message fort qui est celui de la fin de l'impunité des tyrans. Le procès d'Hissène Habré est la première affaire jugée par les chambres africaines extraordinaires, créée en vertu d'un accord entre l'Union africaine et le Sénégal, pays où Hissène Habré s'est réfugié après son renversement en décembre 1990 par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno. La répression des manifestants contre le régime d'Hissène Habré de 1982 à 1990 avait fait quelques 40 000 morts. Hissène Habré, aujourd'hui âgé de 74 ans, pourra purger sa peine au Sénégal ou éventuellement dans un autre pays de l'Union africaine. Et on termine avec ce deuil dans le monde du sport. Le footballeur gabonais Moïse Brou Apanga est décédé d'une crise cardiaque sur le terrain d'entraînement de son club, le FC 105 de Libreville. Notez que Moïse Brou Apanga était d'origine ivoirienne. Apanga
a rangé définitivement à 35 ans les crampons le mercredi 26 avril. L'international défenseur, né en Côte d'Ivoire et naturalisé gabonais en 2007, était pensionnaire du club, le Football Canon 105 de Libreville. Un malaise suivi d'une crise cardiaque en pleine séance d'entraînement ont eu raison de l'ex-défenseur de l'équipe nationale du Gabon. 29 sélections sous le maillot des Panthères du Gabon et 2 participations en 2010 et 2012 à la Coupe d'Afrique des Nations. Formé au Racing Club d'Abobo dans les années 90, Moïse Brouapanga avait d'abord fait un tour en Roumanie au FC Timisoara en 2000 avant le périple italien à l'AC Pérouse Calcio et au Brescia Calcio de 2000 à 2006. Après un premier passage au FC 105 de Libreville, Brouapanga était reparti en France au Stade brestois de 2008 à 2012 avant de revenir s'installer définitivement dans son pays d'adoption, le Gabon. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur nos antennes. Je vous retrouve demain, même heure.